Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale, collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. David Sierager, Le passage de la nature à la culture. Essai exploratoire de la théorie historico-génétique de la culture, 2022. Denis Laforgue, L'avenir des institutions publiques. Plaidoyer pour une conversation sociologique, 2022. Bernard Vernier, Prénoms et choix d'objets incestueux. Psychanalyse, statistiques et sciences sociales, 2022. Tiffaine Liu, Former des innovateurs radicaux. Pour une pédagogie de l'émancipation, 2022. Thomas Bujon, Une affaire de stupes, démantèlement d'un trafic de drogue dans un grand ensemble HLM, 1998 à 1999, 2022. Sofiane Bouhdiba, Le mariage en Tunisie. Entre continuité et rupture, 2022. Gilles Sarter, Le pouvoir social, découvrir Éric Olin-Wright, 2022. Maurizio Catani et Salvatore Paldida, Les Scaldini. Ces Rital qui ont chauffé Paris pendant un siècle, 2022. Jean-Michel Dewey, Carte postale à travers le monde, 2022. Georges Jourdam, Le traitement de la pauvreté en France. Dons, œuvres charitables et laïques, bénévolat, philanthropie, mécénat et action publique, 2022. Agnès Laborde. Corse vieille, pauvre et rurale, l'envers du décor. L'action sociale entre solidarité nationale, villageoise et familiale. Remerciements. Remerciements. Je tiens à remercier François Sicot et Corinne Saint-Martin, sociologues, pour leurs précieux conseils tout au long de mon parcours. Merci également à toutes les personnes qui en Corse ont témoigné de l'intérêt pour cette recherche en acceptant de me rencontrer, d'échanger, et de donner un sens opérationnel à ce travail. Merci à tous ceux qui ont accepté de m'ouvrir leurs portes et leur histoire. Enfin, je remercie profondément mes proches de leur soutien et de la confiance apportée. Mes parents, pour leur bienveillance et leur présence inconditionnelle. Pierre-Paul pour ton soutien indéfectible, ta patience, ton intelligence. Cet aboutissement est le nôtre. Léna, pour ton sourire permanent et ton intérêt du haut de tes 13 ans pour les questions sociales. À Ange Colombani, mon ami. Francesca, dans sa tunique bleue et blanche apparaît sur la terrasse et appelle Toussaint pour le dîner. Le soleil est encore haut dans le ciel du village. C'est l'été. Bientôt le 15 août. Francesca n'a rien préparé car ses jambes ne lui permettent plus de rester debout suffisamment longtemps. Mais elle a contrôlé le travail des petites filles, critiquant chaque geste, chaque temps de cuisson, tout en entretenant au passage les derniers poutaguis du village. Toussaint a 95 ans. Ses jambes à lui tiennent encore le choc. Il ne peut être ailleurs que dans ses plantations de tomates à cette heure-ci. Ange passera son 15 août en célibataire dans la maison où il est né. Il s'est encore débrouillé pour se disputer avec sa sœur unique, qui vient le visiter chaque année. Il n'a pas d'enfant. Son métier de berger et son parcours de vie si difficile ne lui ont pas permis de se marier. En réalité, il aurait pu, mais lorsqu'il accepte d'en parler avec pudeur, il explique qu'il ne l'a pas voulu. La vie n'est que souffrance, pourquoi la faire subir à d'autres ? À l'heure où les EHPAD sont pointés du doigt, tandis que la prise en charge de la vieillesse interroge et qu'elle se drape, malgré une évidence qui était pourtant bien visible, d'un élan scandalisé dans les médias, la Corse, dans son fonctionnement rural et familialiste, n'aurait-elle pas des réponses construites par les principaux intéressés ? Introduction. La Corse a accueilli 8,4 millions de voyageurs en 2018. Les villages corses, en été, s'animent au travers de festivals, de foires, de tournois de boules ou de sixte, de marchés, autour des bars ou des restaurants qui n'ouvrent bien souvent qu'au cours de la saison. Les offres d'activités décuplent.
balade en cheval, sport nautique, sport en montagne. Les maisons de village se remplissent de visiteurs et de ceux qui reviennent chaque été au pays, les étudiants et la diaspora. Mais été comme hiver, en Corse, une personne sur 5 parmi les 327 283 habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est la région métropolitaine la plus touchée par la pauvreté. Statistiquement, un chiffre se glisse dans ce tableau. 17,5% des ménages de plus de 75 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté contre 8,2% en moyenne sur le territoire national. Une question politique. On peut s'interroger sur les raisons de ce taux élevé et se demander si des éléments particuliers viennent expliquer ce phénomène particulièrement marqué en Corse. La pauvreté en Corse est aujourd'hui une question politique, relayée par les médias, mais elle peut à ses dépens être exploitée comme argument idéologique. En juin 2018, les présidents de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse proposent d'ouvrir les ports corses au navire humanitaire Aquarius. La Corse se retrouve alors à l'origine d'une vive polémique et d'une question de politique nationale, et par la même occasion en proie à de nombreuses réactions, de personnalités politiques locales mais aussi de la population au travers de tous les médias et réseaux sociaux. On peut lire dans la presse, sur les réseaux sociaux, ou entendre à la radio, des réactions populaires qui opposent à la détresse des migrants, la pauvreté des personnes âgées vivant en Corse. Je travaille à l'hôpital de nuit aux urgences. Les personnes âgées corses appellent les pompiers et se font admettre aux urgences, PER Mangia. Oui, PERMANGHJA, alors je veux bien, moi, l'humanitaire, mais occupez-vous de la misère chez nous. Et tous les bien-pensants là avec leur générosité au bord des lèvres. Faites le tour des maisons de retraite, faites le tour de la ville, occupez-vous des vôtres. Être frappé et interpellé par ces réactions cherchant à hiérarchiser la souffrance d'une catégorie d'individus sur une autre, n'a d'intérêt pour mon sujet que de témoigner, d'une part d'une perception de détresse des personnes âgées récurrente dans l'opinion publique, d'autre part de l'enjeu politique de prendre en compte les questions sociales pour assurer une mission de cohésion sociale. Il paraît alors pertinent, certainement pas d'analyser les fondements et les causes de propos tendant à prioriser une catégorie d'individus sur une autre, mais plutôt d'affronter le problème de la pauvreté des personnes âgées, afin de clore l'idée d'une priorisation de la souffrance humaine. Traiter la pauvreté des personnes âgées nécessite donc de commencer par objectiver ce sens commun issu autant des statistiques que des perceptions sociales. En Corse, on entend régulièrement que la famille est présente et qu'il y a encore, en opposition avec un ailleurs, une solidarité familiale. La Corse se caractérise par une solidarité intergénérationnelle, familiale, de voisinage encore très prononcée, mais qui, plus lentement qu'ailleurs, se délite. Ce lien social doit être maintenu, entretenu et renforcé, et de manière plus forte encore dans le rural, là où à l'isolement se rajoute l'éloignement. Scientifiquement se pose alors, chiffres à l'appui, la question des raisons de cette pauvreté monétaire plus marquée qu'ailleurs, de manière globale d'une part mais aussi spécifiquement des personnes âgées. Ma démarche a donc été de rechercher des éléments d'explication pour comprendre ce qui se joue autour de cette idée d'une catégorie abandonnée, apporter des éléments réflexifs pour favoriser d'une part l'évolution et l'organisation des dispositifs à l'attention des personnes âgées, d'autre part l'évolution de pratiques professionnelles. En Corse, 19% de la population insulaire vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 970 € par mois contre 14% au niveau national. Ce taux place la Corse parmi les 3 régions françaises où la pauvreté est la plus importante après le Nord-Pas-de-Calais et le Languedoc-Roussillon. Parmi les 60 000 habitants corses qui vivent sous le seuil de pauvreté, la moitié vit avec moins de 760 € mensuels. C'est en juin 2015 qu'un panorama de la précarité et de la pauvreté en Corse, piloté par la collectivité territoriale de Corse, est rédigé et rend compte de cette situation, comme une situation préoccupante. Un insulaire sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, reprennent les médias. Le 2 octobre 2015, l'Assemblée de Corse adopte au sein du PADUC une charte régionale de lutte contre la précarité, énonçant des principes et des moyens d'action. En juillet 2016, l'INSEE Corse réalise un dossier, indicateur du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale en Corse.
Ce dossier témoigne de l'aggravation de la situation. La Corse enregistre le taux de pauvreté le plus élevé des régions. Les familles les plus touchées sont, comme au niveau national, les familles monoparentales et les jeunes, mais aussi spécifiquement en Corse, les personnes âgées. Un insulaire sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, rappellent les médias et les acteurs sociaux ainsi que l'opinion publique. À l'issue de ce rapport, en septembre 2016, la collectivité territoriale de Corse présente cette question comme une priorité politique. Ce diagnostic implacable impose une réponse politique de fond et d'envergure. La précarité de notre île s'est inscrite dans la durée, elle est structurelle, les dispositifs actuels n'arrivent plus à la juguler et encore moins à la réduire. Il est élaboré localement une stratégie de lutte contre la pauvreté et la précarité en Corse, qui a vocation à rendre opérationnelles les orientations de la Charte de 2015. Cette stratégie s'appuie sur la transversalité des actions de l'exécutif, sur une démarche collaborative entre les acteurs des politiques publiques, de l'économie sociale et solidaire et des associations, et affirme sa volonté d'identifier les invisibles et de définir les indicateurs de fragilité afin d'anticiper les phénomènes de bascule dans la précarité. Au cours de ces dernières années, les personnalités politiques successives ont donc pris peu à peu toute la mesure du contexte structurel de la pauvreté en Corse, et le territoire s'est doté en mars 2017 d'un plan de lutte contre la pauvreté élaboré sur la base d'une charte de lutte contre la précarité intégrée au PADUC. De celui-ci a découlé la stratégie relative à l'élaboration d'un plan de lutte contre la précarité, votée en septembre 2016. 3 enjeux principaux de lutte contre la pauvreté sont relevés au sein du projet social de la CDC. Bâtir une stratégie territorialisée de lutte contre les exclusions, garante de la cohésion sociale. Façonner une société corse plus solidaire et inclusive envers ses aînés et ses personnes en situation de handicap. Renforcer le dispositif en faveur de l'enfance. Les orientations politiques locales, interpellées par les statistiques, témoignent par ces documents d'une volonté de comprendre les mécanismes qui contribuent à construire et entretenir des situations de pauvreté en ayant une incidence sur la cohésion sociale et la santé par exemple. Concernant l'enjeu relatif aux personnes âgées, il est pointé l'inclusion et donc l'organisation de la solidarité comme point d'ancrage de la lutte contre leur pauvreté de cette catégorie d'individus. Elle fixe pour cela 4 objectifs. Favoriser le maintien à domicile. Améliorer la qualité de prise en charge des publics âgés et en situation de handicap. Adapter l'offre en matière d'hébergement médico-social au service d'une société plus inclusive. Créer les conditions favorables au développement de la silver economy en Corse. La Corse fait figure de territoire précurseur en matière de mise à l'agenda politique des questions de pauvreté, ce qui peut s'expliquer aussi par des indicateurs remarquables de la situation locale. C'est ce que n'a pas manqué de relever Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, lors de sa visite en Corse en juillet 2019. En Corse, on a de la chance car la collectivité territoriale avait démarré avant l'État. La majorité actuelle avait déjà impulsé un plan pour lutter contre la pauvreté. L'initiative de l'État est venue renforcer un territoire déjà mobilisé. C'est important parce qu'on n'a pas eu besoin de convaincre les élus. La lutte contre la précarité et la pauvreté en Corse est donc une priorité dont se saisissent les politiques locales par des schémas, des plans, des commissions de travail, et qui aujourd'hui est soulevée au travers notamment de la nécessité d'en rechercher des causes. Or, aborder les causes globales de pauvreté au travers de situations individuelles regroupées sous un seuil de pauvreté monétaire ne permet pas de traduire in fine le problème en intervention pour des politiques publiques. J'ai alors souhaité circonscrire la recherche à une particularité locale de cette pauvreté, le nombre important de personnes âgées concernées. Une approche économique. Étudier le phénomène de la pauvreté en Corse, en ayant la prétention d'en analyser l'ensemble des facteurs qui interviennent dans son processus serait en effet une entreprise aussi vaste que périlleuse. Cette étude n'a donc vocation qu'à apporter une lecture qui saura, je l'espère, venir compléter des travaux, pour nourrir une intelligence collective de la compréhension du problème.
La Corse peut être étudiée au travers de nombreuses dimensions notamment géographiques, économiques et historiques, contribuant toutes à témoigner d'une diversité d'enjeux, de priorités et de difficultés parfois très différents, à quelques kilomètres d'écart. L'insularité, le tourisme, les références à un système historiquement clanique et paysan, sont pour ne citer que, des éléments qui viennent nécessairement impacter des organisations individuelles, familiales ou collectives. Envisager donc un modèle efficace de lutte contre la pauvreté nécessite de pouvoir s'appuyer sur un apport pluridisciplinaire et sur des niveaux complémentaires d'analyse. Dans le cadre d'une recherche liée à l'intervention sociale, c'est bien sur l'identification de fonctionnements sociaux qu'il est pertinent de s'interroger. Et on ne peut que déplorer le manque de recherche en ce sens, du moins en Corse. Localement, les études mettent majoritairement en avant les effets d'une conjoncture économique sur les situations de pauvreté individuelle. Tous ces facteurs d'influence conjoncturelle ont donc d'ores et déjà fait l'objet de rapports, qui sont au moins des ressources pour celui qui tente de traduire la question de la pauvreté, au travers d'une explication multifactorielle, donc complexe. La question de la pauvreté, qu'elle soit observée en Corse ou sur l'ensemble du territoire national, peut en effet s'appuyer sur des approches économiques. Il n'est plus à démontrer que le chômage génère des situations potentiellement précaires qui comportent un risque de glissement dans la pauvreté, que des prix élevés de loyer génèrent des difficultés pour se loger convenablement, que l'isolement géographique génère des frais plus élevés de déplacement, que l'insularité génère un surcoût à la vente des produits de consommation. On sait donc que notre système politique, qu'il soit supranational, national, voire territorial, engendre par les choix d'organisation qui en découlent, des conséquences économiques qui tendent à renforcer les inégalités tout en prenant au passage le risque d'être désigné comme un agent de la construction de la pauvreté. Mais ce système est également celui qui finance et organise la protection sociale, l'aide sociale, l'urgence sanitaire et sociale. Il ne s'agit donc pas dans mon intention de mettre à mal ce système qui, également, protège les plus fragiles d'entre nous. À ce titre, en 2015, une étude de l'Observatoire des inégalités montre que le rapport entre le revenu moyen des 10% les plus modestes et celui des 10% les plus aisés est de 21,1 avant impôts et prestations sociales contre un rapport de 5,7 après impôts et prestations sociales. Inventer des solutions. Cette étude pourra permettre, je l'espère, d'alimenter également la réflexion collective des acteurs des politiques publiques en charge des questions relatives à la vieillesse. J'ai visé un intérêt opérationnel à ce travail, en l'engageant dans l'objectif d'apporter des éléments sinon d'explication, au moins de réflexion, aux acteurs du développement local. Il s'agit de tenter de proposer des éléments réflexifs, à la fois basés sur un état des lieux solide mettant en relief la logique d'intervention du territoire, et sur un balayage des concepts, définitions et des indicateurs, pour proposer un langage commun à tous ces acteurs, favorisant ainsi la co-construction d'une stratégie commune. Pour cela, j'ai rencontré des visages, des historiens de la vraie vie, des voix fatiguées, au parcours et aux mains ridées. Des anciens comme on dit, et pourtant si avant-gardistes de ce qui nous attend. À tous. Les rencontres se sont faites, en passant par les chemins de traverse, par le bouche à oreille et par des intermédiaires sollicités, maires, facteurs, restaurateurs. J'ai ainsi pu rencontrer des personnes qui n'apparaissent pas sur des listes de publics ciblés dans des dispositifs. Lily, 97 ans, sans aucune aide, pas même aide à domicile ni infirmier, n'aurait par exemple jamais pu être repérée par la porte d'entrée des dispositifs. Où sont-ils ? J'ai majoritairement ciblé le Cap Corse, île dans l'île, qui accueille 31,50% de personnes de plus de 60 ans, 15% de plus de 75 ans. Or, les professionnels qui sont amenés à intervenir sur le territoire font état de peu de cas de personnes âgées bénéficiaires d'un accompagnement social dans ce secteur. Moi, quand j'ai commencé, je m'attendais à rencontrer beaucoup de personnes âgées, justement du fait de la ruralité. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes plus jeunes qui sont venues pour un travail parce qu'ils avaient une connaissance, ou tout simplement parce que certaines personnes m'ont dit « Ben chez moi ça ne se passait pas bien, alors pourquoi pas la Corse point elle fait beau ?» En fait les clichés. Et ces gens-là ne sont jamais repartis. Ils ne repartent pas, ils se sentent bien, ils préfèrent rester ici.
La moyenne d'âge, c'est quand même plutôt des jeunes, en général les saisonniers, mais il a aussi beaucoup de jeunes retraités qui viennent s'installer et qui ne souhaitent plus repartir. À l'inverse, il explique que dans le secteur de la ville, il est plus souvent amené à intervenir pour des personnes âgées, et il l'explique par l'idée d'une forme de solidarité dans les villages. Bien souvent, les personnes âgées qui restent au village ont des enfants qui travaillent et qui ne restent pas au village. Mais en général, les personnes âgées sont quand même bien entourées, par les gens du village, par la famille élargie. Par ailleurs, il confirme que l'action sociale est limitée pour les personnes isolées et qu'il existe beaucoup plus de dispositifs s'adressant aux personnes avec enfants en charge, ce qui limite son champ d'action. Finalement, les types de situations de personnes âgées que les services sociaux sont amenés à traiter sont peu nombreux. La plupart sont orientés vers les services compétents en fonction du problème qui leur est exposé. Caisse de retraite, CLIC, CAF, réseau gérontologique, et les équipes en charge de l'attribution de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie. C'est donc bien dans le secteur sanitaire et dans celui des retraites qu'est encadré l'essentiel de l'aide sociale et de l'action de solidarité nationale envers les plus âgés. C'est d'ailleurs sur ce type de demande qu'un élu regrette d'être le plus démuni, et non pas sur le traitement des problématiques sociales. Il y eut un temps la caisse des retraites qui venait, et aujourd'hui elle ne vient plus. C'est une perte parce que c'est le parcours du combattant pour que les personnes puissent bénéficier des retraites. Il apparaît donc que les personnes âgées ne sont pas, en milieu rural, un public particulièrement fréquent de l'action sociale. C'est donc une première question centrale qui introduit mon sujet. Étant donné le nombre statistiquement élevé de personnes âgées pauvres en Corse, comment se fait-il qu'elles soient en milieu rural, si peu présentes parmi les publics des dispositifs d'accompagnement de l'action sociale ? Les personnes âgées vivant à leur domicile et en milieu rural peuvent bénéficier, comme tout un chacun, des aides de droit commun fondées sur la solidarité nationale, mais aussi d'un secours familial ou de celui d'un réseau de proximité. La Corse, particulièrement touchée par la pauvreté des personnes âgées, est un territoire méditerranéen, insulaire et montagnard, caractérisé dans les discours par une importance particulière donnée aux liens familiaux. À l'inverse de ce qu'affirment les statistiques, les professionnels des services sociaux et les maires expliquent que, mis à part quelques cas isolés, la pauvreté des personnes âgées en milieu rural ne leur apparaît pas prégnante. Ils mettent par contre fortement l'accent sur la qualité de la vie quotidienne de toutes les personnes âgées, quel que soit leur niveau de ressources financières. L'absence de transport, l'isolement, la perte d'autonomie ou encore la complexité administrative sont des thèmes qui viennent de façon récurrente s'imposer sur la question de la pauvreté, dans un contexte bercé par certaines formes de solidarité, de sociabilité ou encore d'une mentalité d'ici. Lorsque l'on interroge les maires, ils sont relativement unanimes pour expliquer que peu de personnes âgées de leur commune correspondent à ce qu'ils définissent, eux, d'une situation de pauvreté, affirmant également que la communauté, le village, intervient de façon solidaire pour ces personnes. La résonance de ces propos pourrait conduire à envisager qu'une part importante d'individus vivant en dessous du seuil de pauvreté n'est pas repérée comme étant dans le besoin car prise en charge par un entourage. En posant la question du phénomène de la pauvreté des personnes âgées en milieu rural, n'est-ce donc pas, plus généralement la question de la condition de vie qui est posée, et des éléments impactant favorablement ou défavorablement la réalité de leur vie quotidienne ? Cette solidarité familiale et communautaire, ces formes de sociabilité villageoise agiraient donc en invisibilisant non pas la pauvreté des individus, mais ses effets en termes de besoins. Or, certains besoins tels que l'isolement, la solitude, sont également mis en avant et pointés, comme un besoin prégnant de cette population et parfois mis sur le compte d'une insuffisance des politiques publiques. Comment se fait-il alors, si cette solidarité existe en milieu rural et qu'elle agit sur des besoins liés à la pauvreté, qu'elle n'agisse pas également pour lutter contre l'isolement des personnes âgées ? À partir de là, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. La première concerne le champ d'action de la solidarité familiale et de proximité. On pourrait envisager que la famille ou l'entourage recouvre certains besoins et pas d'autres, parce qu'ils ne les repèrent pas tous, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y répondre ou encore parce qu'ils estiment que c'est à la solidarité nationale d'y répondre.
Il peut également être envisagé que les individus eux-mêmes ne souhaitent pas faire appel à cette solidarité pour satisfaire certains besoins. La seconde consisterait à minimiser les besoins liés à la pauvreté. Plus question de solidarité dans ce cas, ça ne serait plus elle qui agirait sur les besoins des plus pauvres, mais le contexte qui générerait moins de besoins. Cela reviendrait à dire qu'il y aurait moins de besoins financiers dans le rural, et ou moins de besoins financiers lorsqu'on est âgé, ou encore plus globalement qu'il n'y aurait pas de personnes âgées pauvres en milieu rural et qu'elles résideraient, éventuellement, tout en ville. Nous pouvons évacuer cette seconde hypothèse. D'une part parce que l'étude n'aura pas vocation à comparer quantitativement les besoins ni en fonction du territoire, ni en fonction du public. Déterminer si tel individu a plus ou moins de besoins qu'un autre nécessite d'aller analyser l'incidence par exemple des parcours individuels au travers de récits de vie, ou des territoires, du capital culturel, ou encore des héritages familiaux sur les individus. D'autre part parce que si nous pouvons envisager que des types de besoins différents puissent exister selon que l'on est résident en milieu urbain ou en milieu rural, ou encore selon que l'on est plus ou moins âgé, il ne peut pas être établi de comparaison quantitative, ni de l'effet sur les ressources financières dans le cadre d'une telle étude. Je prendrai donc le parti de dire que des besoins effectivement différents peuvent exister entre le milieu rural et le milieu urbain, mais que l'objet de l'étude ne sera pas de s'attacher à les déterminer. Au cours de mes entretiens, j'ai parfois eu à entendre cet argument de besoin moindre dans le rural. Or, il suffit de relever le nombre important de paramètres impactant les conditions de vie individuelles, ou encore de se demander si des besoins en apparence moindres ne sont pas en réalité des demandes moindres du fait d'une existence moindre de solutions, pour remettre en question cette affirmation. En d'autres termes, peut-on par exemple penser qu'un individu a moins de besoins en santé parce qu'il se soignerait moins en milieu rural ? Ou est-ce le fait d'une complexité à atteindre les services de santé ? Je parlerai plus loin de la dimension de l'accessibilité aux services, mais en cherchant plutôt à questionner la façon dont les individus arrivent à satisfaire ou pas à des besoins qu'ils expriment individuellement plutôt que répertorier ces besoins. C'est donc l'approche par les limites et l'articulation des différents types de solidarité qui paraît la plus pertinente à développer. La place laissée à l'intervention de la solidarité nationale dans ce contexte rural, familialiste et dans son approche de la vieillesse, peut être en effet intéressante à questionner, non pas au travers de son efficacité, mais bien en amont, au travers de son sens pour ceux qui en ont véritablement besoin, mais aussi au travers de sa complémentarité avec les systèmes de solidarité de proximité et ou familiale. Premièrement donc le repérage. Est-il possible pour un professionnel d'affirmer que telle ou telle personne a besoin de tel ou tel type d'aide parce qu'elle est âgée, ou parce qu'elle est pauvre ou encore parce qu'elle vit dans un village isolé ? En second lieu, la question de la complémentarité des réponses apportées par les différents types de solidarité. Un dispositif national doit-il, ou non, tenir compte, et donc évaluer, l'aide familiale ou communautaire dont bénéficie une personne âgée pour n'intervenir que dans un second temps à leur demande ? Au regard de l'organisation sociale familialiste, de l'intervention protectrice du système national de protection sociale, et des mouvements qui agissent sur les organisations familiales, mobilité des plus jeunes mais aussi des retraités, aborder la question de la pauvreté sous l'angle de l'organisation des solidarités paraît en effet pertinent pour confronter les besoins repérés par les personnes âgées et l'organisation de la réponse publique en Corse. Pauvreté, solidarité et aide. Irène Thery, dans l'ouvrage collectif de Serge Pogam, identifie 3 significations très différentes de la solidarité. L'aide volontaire, désignant une aide ou entraide personnelle ou associative par définition volontaire, la solidarité sociale et nationale, la solidarité familiale. Pour Isabelle Malon, il s'agit de l'ensemble des échanges matériels, financiers et de services opérés dans un but de soutien. L'idée des échanges, dans cette définition, exprime toute la dimension du rapport entre individus au fondement de la cohésion sociale. La solidarité nationale, appelée également solidarité sociale, est celle qui intervient par le biais d'institutions, organisations et intervenants missionnés ou prévus pour apporter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.